portable et j'étais obligé de refaire tout à zéro. Bien. Alors, vous voyez cette diapo. C'est bon, on commence. Oui, monsieur. Alors, on avait parlé des mécanismes de sédimentation dans lesquels on a évoqué tout d'abord l'accrétion verticale, donc que l'on avait considéré comme étant un processus sédimentaire qui se réalise au milieu marin profond, de faible énergie, et on avait démontré par une illustration, par un profil de dépôt, que les apports sédimentaires, quand ils arrivent au large, les particules sont prises en suspension et décantent sur le fond par gravité, avec les particules les plus grandes à la base, les moyennes ensuite, puis les plus fines tout à fait au sommet. Donc, d'après le profil que l'on avait vu, donc on avait constaté qu'il y a un parallélisme entre les lignes de temps et les lignes d'isofaciès. Donc, le principe de continuité est réalisable. Le deuxième type de mécanisme de sédimentation, c'est l'accrétion. Dans l'accrétion, on avait évoqué deux types de mécanismes, à savoir la progradation et la rétrogradation. Alors, la progradation, donc vous avez ici, sur cette diapo, donc ici en jaune, ce que vous voyez en jaune, ce sont des faciès peu profonds, voire même littoraux, mais non marins, les faciès côtiers marins, et ce qui est en gris, ce sont des faciès marins profonds. Alors, on voit ici les lignes en noir. Vous voyez ici, ça correspond à des lignes de progradation, à des surfaces de progradation qui ont la valeur de ligne de temps. Et les surfaces que vous voyez ici en zigzag, ça correspond à des lignes d'isofaciès. Vous en avez deux, une ici et une deuxième ici. Quand les lignes d'isofaciès, vous voyez ici, sont inclinées, donc c'est une astuce dans les lignes d'isofaciès, sont inclinées vers le milieu, c'est-à-dire vers le bassin, vers le milieu profond. Donc, on parle de progradation. Quand les lignes d'isofaciès dans le deuxième schéma sont inclinées vers le continent, c'est-à-dire vers le rivage, comme vous le voyez ici avec sa flèche, ça veut dire que l'on a affaire à un processus sédimentaire du type rétrogradation. Et dans le troisième cas, regardez ici, il n'y a pas d'inclinaison des lignes de rivage, de la ligne d'isofaciès. Donc, elle reste sur la même verticale et dans ce cas-là, nous n'avons ni progradation ni rétrogradation, mais nous avons affaire plutôt à un processus particulier qui est la gradation. Donc, ça, c'est ce qu'on en avait vu. Alors maintenant, on va voir comment, en réalisant par processus de progradation une nappe de remblayage, c'est-à-dire une nappe de progradation, maintenant, on va essayer de voir comment peut-on faire superposer deux ou plusieurs nappes de remblayage, c'est-à-dire des nappes de progradation sur la même verticale. D'accord? Donc, l'ensemble des prismes constitue une nappe de remblayage. Donc, quand vous prenez, par exemple, les profils que nous avons vus lors de la séance précédente, vous avez des prismes de progradation. Donc, on avait travaillé par trois prismes de progradation, mais l'ensemble, ça constitue ce que l'on appelle une nappe de remblayage. La superposition des nappes de remblayage se fait grâce à la subsidence. Dans ce cas, les lignes de temps et les limites d'un nappe sédimentaire sont pratiquement parallèles. Alors, je vous montre comment ça se réalise. Donc, vous avez ici la mise en place de la première nappe de remblayage. Ça, vous l'avez sur, je pense que vous l'avez sur le polycorde. Nous avons le premier prisme de progradation, le deuxième prisme de progradation, troisième, quatrième, cinquième et sixième prisme de progradation. Notez bien, c'est très important que le niveau marin que vous avez ici, le niveau marin, il est considéré comme étant constant. Et la flèche, il indique le transit des apports sédimentaires en provenance du continent du côté gauche, c'est-à-dire à votre gauche, et il transite pour aller chercher de l'espace entre le niveau marin et le fond du bassin pour y s'accumuler. Alors nous, imaginons, donc on va combler, jusqu'à quand
jusqu'à l'infini. Mais nous, on veut réaliser, faire venir une autre nappe au-dessus. Alors, la mise, comme vous le voyez sur ce schéma-là, donc on assiste à la mise en place par programmation de la première nappe de remplayage. On va faire intervenir la subsidence comme indiqué par ces flèches-là. Qu'est-ce que ça veut dire la subsidence? C'est un phénomène tectonique qui provoque l'affaissement du bassin. Donc imaginez cette ligne-là, la surface du fond du bassin, il va subir un affaissement. On va la descendre vers le bas. Donc imaginez cette surface, il va prendre cette position ici, ici, ici. Donc on va créer de l'espace entre les niveaux marins et la surface sommitale de la première nappe de remblayage. Donc on continue, donc on assiste, quand on fait recours à la subsidence, c'est-à-dire un affaissement tectonique, on assiste à un approfondissement brutal, c'est-à-dire à une inondation brutale liée à la subsidence, et on assiste au début de la mise en place de la seconde nappe de remblayage. La subsidence continue au cours du remblayage, et on finit à la fin par avoir la superposition des deux nappes de remblayage, comme vous le voyez sur ce schéma-là. Alors, si l'on essaie de voir la relation géométrique entre les lignes d'isophaciès et les lignes de temps à l'échelle, c'est-à-dire au sein d'une même nappe de remblayage, si l'on prend celle-là par exemple, la ligne d'isophaciès que vous voyez ici, elle est horizontale, elle sépare les grès des argiles par exemple, et vous avez les lignes de temps qui sont obliques. Donc nous avons les lignes de temps qui sont obliques par rapport à la ligne d'isophaciès. Mais si l'on considère, si l'on raisonne à l'échelle des deux nappes, nous avons cette surface-là, elle aura la valeur d'une ligne de temps, et cette deuxième surface, elle aura la valeur d'une ligne de temps, et à partir de là, on peut dire que les lignes de temps à l'échelle de deux nappes sont parallèles. Bien, en petit ici, nous allons voir les deux autres phénomènes marins tels que, c'est-à-dire les phénomènes de transgression et de régression marine. Alors, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de transgression marine? À votre avis, comment vous pouvez définir une transgression marine? À votre avis, une transgression marine, parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent considérer une transgression marine comme étant une montée du niveau marin ou bien une baisse du niveau marin pour la régression, mais ce n'est pas ça. Pour définir ces deux phénomènes marins, transgression et régression marine, il faut faire une référence par rapport à une ligne que l'on appelle la ligne de rivage. Donc, ces deux phénomènes marins, transgression et régression marine, se définissent par rapport à une ligne de référence qui est la ligne de rivage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la ligne de rivage? La ligne de rivage, par définition, c'est une ligne qui sépare le milieu marin aquatique du milieu côtier non marin, c'est-à-dire aérien. C'est une ligne qui sépare le domaine aquatique marin du domaine côtier non marin, c'est-à-dire non aquatique. C'est ce que l'on appelle la ligne de rivage. Bien, si vous avez bien compris donc la définition de la ligne de rivage, donc on va l'utiliser, la définition de la transgression marine. Alors, une transgression marine correspond à la migration de la ligne de rivage du large vers le continent. Donc, imaginez la ligne qui sépare le domaine aquatique du domaine aérien. Cette ligne-là, quand il se déplace, quand il migre petit à petit depuis le milieu marin vers le continent, on parle de transgression marine. Donc, une transgression marine est définie comme étant une migration de la ligne de rivage vers le continent et par conséquent, des faciès littoraux qui lui sont associés. Quand la ligne de rivage migre du large, c'est-à-dire du milieu marin vers le continent, automatiquement, on assiste à une migration qui se fait de manière contemporaine des aires de dépôt littoraux. Donc, ils vont migrer eux aussi en direction du continent. Donc, on parle de phénomène de transgression. Donc, je répète, une transgression marine, par définition, correspond à une migration de la ligne de rivage du continent, du milieu marin, c'est-à-dire du large vers le continent, et par conséquent, les faciès littoraux qui lui sont associés. Qu'est-ce que ça veut dire une régression marine? Une régression marine, c'est l'opposé de la transgression marine. Une régression marine
correspond à une migration, cette fois-ci de la ligne de rivage, du continent vers le large. C'est une migration de la ligne de rivage du continent vers le large et par conséquent des faciès littoraux qui lui sont associés. Donc, on parle d'une régression marine quand la ligne de rivage migre du continent vers le large. Donc, parallèlement à cette migration, on assiste à la migration des aires de dépôt littoraux. Donc, c'est pourquoi on dit que la régression, c'est une migration de la ligne de rivage du continent vers le large et par conséquent des faciès littoraux qui lui sont associés. Bien, donc on va voir un certain nombre, donc 2 exemples en utilisant des profils de dépôt. Alors regardez, donc, avant de passer au profil de dépôt, oui. Alors, vous lisez ces 2 définitions, vous les avez sur le texte. Alors, quand on fait définir ces 2 phénomènes marins par rapport à cette ligne de référence qui est la ligne de rivage, on se pose la question suivante. Quels sont les mécanismes ou encore les facteurs qui... Monsieur, la diapo est toujours fixée sur la page où il y a la progradation, rétrogradation et gradation. D'accord, j'ai bien compris, merci. Merci, parce que ça ne marche pas. Et maintenant, vous la voyez, non? Vous voyez la diapo suivante? Oui. Oui, sur la figure 36. Vous voyez cette figure 36? Est-ce que vous la voyez? D'accord. Oui, alors, donc, ces 2 phénomènes marins, donc on les a définis par rapport à cette ligne de référence qui est la ligne de rivage. Quand il migre vers le continent, on parle de transgression marine. Quand il avance du continent vers le large, vers le milieu marin, on parle de régression marine. Alors, l'une des questions qui saute aux yeux ou bien qui nous vient en tête, c'est que quels sont les mécanismes donc, qui provoquent la migration de la ligne de rivage, que ce soit vers le continent ou bien vers le large. Alors, les mécanismes, ils sont nombreux. Il y en a 3 ou 4 qu'on va voir sur cette figure 36. Alors, regardez là. Donc, ce que vous voyez ici avec cette ligne en gras, c'est le profil de dépôt. C'est la surface de dépôt. Et ce que vous voyez ici avec les 2 points, regardez, vous avez la légende ici. Le point noir, en noir, ça veut dire la ligne de rivage, la position de la ligne de rivage ancienne. Et ce qui est le point en blanc ici, c'est la nouvelle position de la ligne de rivage. D'accord? Alors regardez, la ligne de rivage, il est ici, c'est le point noir. L'ancienne ligne de rivage, il est ici. Le niveau marin, il était ici. Le niveau marin ancien, il était ici. Alors regardez, pour faire déplacer la ligne de rivage qui est ici vers le continent, autrement dit, pour réaliser un phénomène de transgression marine, on va faire appel à une montée du niveau marin. Donc le niveau marin initial, il était ici. On fait remonter le niveau marin jusqu'ici. Regardez, on projette. On projette sur cette surface de dépôt. Et on aura la position finale de la ligne de rivage lors de la montée au statique du niveau marin. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, regardez, d'après ce schéma-là, on fait recours à une montée du niveau marin pour faire migrer la ligne de rivage depuis le milieu marin, ici littoral, vers le continent. Donc, on fait déplacer parallèlement avec ce déplacement-là, on va faire déplacer les aires de dépôt, c'est-à-dire les milieux de dépôt littoraux. Donc, à retenir, pour faire chasser la ligne de rivage du milieu marin vers le continent, on peut le réaliser en faisant recours à une montée du niveau marin. D'accord? Donc, la montée du niveau marin, toujours, il essaie toujours de faire migrer la ligne de rivage du large vers le continent. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, regardez, si l'on fait recours maintenant à une baisse du niveau marin. Donc, regardez là, donc je vais projeter, nous avons l'ancienne ligne de rivage, il est ici, c'est le point noir. Le niveau marin initial, il est ici, c'est l'équivalent de ça, il est ici. Donc, on va faire baisser le niveau marin
Et regardez, la ligne de rivage va migrer du continent vers le large. La nouvelle position de notre ligne de rivage, après la baisse du niveau marin, il se trouve ici. Donc le rivage, il migre, c'est-à-dire la ligne de rivage, il migre du continent vers le large et on réalise un phénomène de régression marine. Bien, je reviens sur ce profil du côté gauche. Nous avons ici la première surface de dépôt, donc ici en gras, on va la mettre en pointillé. La surface initiale de dépôt initiale, c'est-à-dire la surface initiale de dépôt, il est ici, il est présenté en tireté. L'ancienne position, la position ancienne de la ligne de rivage, il se trouvait ici. Et regardez là, on va faire effondrer, on va faire affaisser, on va faire descendre par subsidence la surface initiale de dépôt. Donc, sa position finale après subsidence, il se trouve ici. On a fait comme indiqué par la flèche, on va faire baisser le fond du bassin. Hein? Et on projette la ligne de rivage. Alors, la ligne de rivage, on l'a considérée comme étant constante. On va la projeter sur la nouvelle surface de dépôt qui est affaissée. Après l'affaissement, c'est-à-dire après subsidence. Et regardez, on assiste donc à partir de suite à cet affaissement-là lié à la subsidence, à une migration de la ligne de rivage vers le continent. Donc, on réalise un phénomène de transgression marine. D'accord? Alors là, regardez, on va faire l'inverse. On va considérer l'ancienne surface de dépôt. Elle est là en tireté. C'est la première surface de dépôt. Et cette fois-ci, on va faire un soulèvement tectonique. Un soulèvement tectonique, c'est le contraire d'un affaissement tectonique, c'est-à-dire de la subsidence. Donc, on va soulever, comme indiqué par cette flèche, on va soulever le fond du bassin, c'est-à-dire notre surface de dépôt, et on va la faire remonter jusqu'ici. Donc, regardez, notre ancienne ligne de rivage, ici pas indiquée par le point noir, a migré depuis le continent vers le large. Donc, on réalise un phénomène de régression marine. Donc, le soulèvement tectonique conduit à une migration de la ligne de rivage du continent vers le large. Donc, il réalise un phénomène de régression marine. L'affaissement du fond du bassin, bien de la surface initiale de dépôt par subsidence, entraîne une migration de la ligne de rivage vers le continent. Donc, ça réalise un phénomène de transgression marine. Voyons maintenant le cinquième cas. Alors, dans ce cinquième cas, regardez, donc, on considère le niveau marin comme étant constant. Vous le voyez ici. Et on va faire recours à un apport sédimentaire qui est très important. Le continent est à notre gauche, donc il subit d'érosion, et le produit de l'érosion, il est transporté. Les sédiments seront transportés pour être accumulés au milieu marin, entre le niveau marin et notre surface initiale de dépôt. Et regardez là, avant l'arrivée des apports sédimentaires, notre ligne de rivage se trouvait ici. Et quand les sédiments comblaient l'espace entre le niveau marin et le fond du bassin, on assiste à une migration de la ligne de rivage du continent vers le large et ça donne naissance à un phénomène de régression marine. Donc, on va résumer tout ceci en deux phrases. La montée du niveau marin et la subsidence, il provoque la migration de la ligne de rivage vers le continent. Donc, il donne naissance à un phénomène de régression marine. La baisse du niveau marin, le soulèvement du bassin et les apports sédimentaires, il provoque la migration de la ligne de rivage du continent vers le large et ils produisent donc un phénomène de régression marine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que c'est très important. Tu peux répéter, monsieur, s'il vous plaît? À retenir, donc vous avez les deux schémas à gauche que vous voyez ici, là. Une montée du niveau marin et un affaissement du bassin. C'est-à-dire un affaissement, c'est-à-dire une subsidence. Ces deux phénomènes-là, ils réalisent une transgression parce que ce sont ces deux phénomènes qui provoquent la migration de la ligne de rivage
hein, vers le continent. Vers le continent. D'accord, regardez les flèches. Les flèches, il indiquent le sens de la migration de la ligne de rivage. Vers le continent, vers le continent. Donc, il réalise une transgression marine. Par contre, la baisse du niveau marin, le soulèvement tectonique du fond du bassin et les apports sédimentaires, ils provoquent la migration. Il entraîne la migration de la ligne de rivage du continent vers le large, comme vous le voyez ici. Donc, il réalise une régression marine. C'est très important. Alors là, on a essayé, donc à partir de ces profils-là, de montrer l'effet de chacun de ces phénomènes sur la réalisation de phénomènes de transgression et de régression marine. D'accord? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce sont des profils. Mais nous, on va faire jouer 1, 2, 3 phénomènes dans les milieux sédimentaires, dans les milieux marins. Donc, nous avons l'interaction de 2, de 3 mécanismes en même temps. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bien. Alors, regardez là. On va faire un peu d'animation. Est-ce que vous voyez cette diapo? Est-ce que vous la voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, regardez. Alors là, on va essayer, regardez, d'illustrer par un profil de dépôt une transgression marine. Quand le niveau marin monte, c'est-à-dire pendant une élévation du niveau marin, et quand les apports sédimentaires sont actifs. Alors, regardez. Nous avons le milieu marin, il est ici, à gauche. Puis nous avons le continent, qui est le siège d'une érosion. Les apports sédimentaires en provenance du continent vont se déposer, regardez, sur cette aire de sédimentation-là par progradation. On ne va pas donc préciser le mécanisme, on va le revoir tout à l'heure, parce que c'est nouveau. Alors, regardez, l'élévation du niveau marin. Alors déjà, si l'on veut illustrer une transgression marine pendant une élévation du niveau marin, automatiquement, il faut que cette montée d'élévation du niveau marin s'accompagne par ce que l'on appelle une migration des enlapes côtiers vers le continent. Qu'est-ce que ça veut dire un enlape? Des enlapes côtiers. Alors regardez, si l'on prend cette surface-là, est-ce que vous voyez cette surface? Cette surface est une surface de progradation, par exemple. C'est une surface de progradation. Est-ce que vous la voyez? Cette première surface, elle a la valeur de l'unité 1. Alors cette surface, regardez sa géométrie, sa relation géométrique avec cette première surface de dépôt qui a la valeur de l'unité 0. Donc cette surface-là, ici, la première, c'est la surface initiale de dépôt, il a la valeur de l'unité 0. La première surface de progradation, de sédimentation que vous voyez ici, elle a la valeur de l'unité 1. La deuxième surface de progradation, elle a la valeur de l'unité 2. La troisième surface de progradation, elle a la valeur de l'unité 3. Alors, si l'on prend cette première surface de progradation ayant la valeur de l'unité 1, si l'on essaie de décrire sa relation géométrique avec la surface initiale de dépôt que vous avez ici. Alors, la terminaison de cette surface de progradation, sa terminaison amont, c'est-à-dire du côté droit, du côté du continent, regardez, cette terminaison-là, il dessine un point d'intersection avec la surface, regardez, avec cette surface initiale de dépôt. La deuxième surface de progradation, il dessine, quand il recoupe la surface initiale de dépôt, donc nous avons un point d'intersection qui est présenté ici en bleu. De même pour la surface S3, c'est-à-dire la ligne de temps T3. Alors la terminaison amont d'une surface de progradation est appelée enlape. La terminaison aval de cette surface de progradation, par exemple ici, on l'appelle downlap. Et la surface de progradation elle-même, en sa totalité, on l'appelle offlap. Est-ce que c'est clair? Regardez. Le point d'intersection entre la terminaison amont d'une surface de progradation avec la surface initiale de dépôt, c'est ce point-là, il porte le nom d'enlap. Enlap. De même pour cette deuxième surface. Enlap. Enlap.
C'est ce qui nous intéresse, ce sont les ondes. Donc, on va les noter. Nous avons en lac au temps T1, c'est-à-dire de la surface de propagation à la valeur de T1, en lac T2. Pourquoi? Parce que c'est la terminaison amont et le point d'intersection de cette terminaison ici, de la surface de propagation à la valeur du temps T2. Et de même, ici, la terminaison amont, donc sur la surface initiale de dépôt, et ici un point d'intersection que l'on appelle en lac T3. Alors, sur notre schéma, si je vous demande d'illustrer un phénomène de transgression marine pendant une élévation du niveau marin, il faut que vous dessinez quelque chose comme ça. Il faut que je vois la migration, regardez, il faut que je vois la migration des enlacs côtiers depuis le milieu marin vers le continent. Une migration qui se fait de manière progressive en direction du continent. Quand vous regardez un profil de dépôt comme ceci, il faut essayer de chercher les terminaisons et regarder les points d'intersection de ces terminaisons avec la surface initiale de dépôt pour pouvoir dire qu'ils migrent vers le continent ou bien vers le large. Dans ce cas-là, les enlacs côtiers migrent vers le continent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on est en période d'élévation du niveau marin. Et regardez là, le niveau marin T1, c'est-à-dire elle est ici. Le niveau marin T2, le niveau marin T3. Donc, on est bien évidemment en période d'élévation du niveau marin. Bien. Alors ça, c'est le schéma. Donc, qui est bien légendé. Alors, les surfaces que vous voyez ici en zigzag, vous avez la légende, ce sont des lignes isofaciès. Les surfaces de progradation, elles ont la valeur de lignes de temps, T1, T3. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que les apports sédimentaires en provenance du continent, ils vont se distribuer compte tenu de leur taille. Les particules les plus grossières restent à proximité de la ligne de rivage. Les particules arénétiques, donc, ils se déposent au milieu aquatique marin. Et les particules les plus fines, ils sont entraînées plus loin dans la partie distale, au milieu encore plus profond. Bien. Alors, avant de passer, donc, pour illustrer cette transgression marine, donc, il faut chercher la ligne de rivage. Il faut appliquer la définition de la transgression telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça veut dire une transgression marine? Rappelons-le, c'est une migration de la ligne de rivage du continent. Les dépôts arénétiques, c'est-à-dire gréseux, que vous voyez ici, on les considère comme des dépôts côtiers marins. Donc, ce sont les premiers dépôts marins. Ce sont des dépôts marins côtiers et se déposent au milieu aquatique marin. Puis finalement, les particules les plus fines, c'est-à-dire les argiles, on les considère comme étant des dépôts franchement marins. Donc cette légende-là, elle est très capitale. Si vous faites un profil de dépôt comme ça sans légende, ça ne veut rien dire. Il n'aura pas de sens. Alors, à votre avis, où est-ce que l'on peut positionner la ligne de rivage? Sur cette légende, on la positionne entre quoi et quoi? Entre deux sédiments différents, entre les sédiments côtiers non marins et les sédiments côtiers marins, c'est-à-dire entre le conglomérat et les grès. Donc voilà la ligne de rivage, elle est dessinée ici en bleu, donc il faudrait la chercher sur ce profil de dépôt pour chacune des temps considérés, depuis T0, T1 jusqu'à T3. D'accord? Donc, nous avons la ligne de rivage R1. Regardez, au temps T1, ce point-là, il indique la position de la ligne de rivage au temps T1. Et comme vous pouvez le constater, c'est entre les conglomérats et les grecs. Sur la ligne d'isofaciès,
C'est un point d'intersection, si vous voulez, entre la ligne d'isofaciès séparant les conglomérats des grès sur la première ligne de temps. Donc, nous avons la ligne de rivage R1, c'est-à-dire T1, à T1. Deuxième ligne de rivage, il faut la chercher sur la ligne de temps T2 au point d'intersection qu'elle fait avec cette ligne d'isofaciès. Donc, c'est la ligne de rivage au temps T2. Puis ensuite, la ligne de rivage RT3, c'est-à-dire, donc, il faudrait chercher au point d'intersection entre la ligne de temps T3 et la ligne d'isofaciès, que vous voyez ici, qui sépare les grès des conglomérats. Donc, regardez, comme vous pouvez le constater, au cours du temps, donc en allant du temps T0 au temps T3, on voit, d'après ce schéma-là, que la ligne de rivage, il migre depuis le milieu marin vers le continent. Donc, on assiste alors à une migration de la ligne de rivage qui se fait donc visiblement vers le continent. D'accord? Quand la ligne de rivage migre vers le continent, ça veut dire que l'on a affaire à une transgression marine. Est-ce que c'est clair? Donc, nous avons illustré par ce profil de dépôt une transgression marine pendant une élévation du niveau marin. Oui, mademoiselle. Monsieur, je n'ai pas compris de lien de rivage. Pardon? La position, comment peut-on faire pour chercher la ligne de rivage? La position de la ligne de rivage, c'est ça? Alors, d'une manière simplifiée, une ligne de rivage, c'est une ligne qui sépare le milieu aquatique marin du milieu continent marin. C'est-à-dire non marin, c'est-à-dire il est aérien ou subaérien. D'accord? Imaginez, nous avons un plan d'eau et à côté, nous avons une aire aérienne. Alors, la ligne de rivage, c'est la ligne qui sépare le plan d'eau marin du continent, ou bien des sédiments continents aquatiques, tout simplement. Regardez là, sur la légende, je l'ai positionné entre le conglomérat et les grès, parce qu'on considère les conglomérats, regardez, ce sont des dépôts continents marins. Ils sont à proximité de la ligne de rivage, mais ils ne sont pas inondés. Ils sont aériens ou subaériens, c'est-à-dire ils sont continentaux. Est-ce que c'est clair? Alors, sur le profil de dépôt, on va essayer de montrer comment ça migre la ligne de rivage au cours du temps, en allant de T0, par exemple, depuis cette surface-là, parce que T0, la ligne de rivage à T0, il se trouvait ici. D'accord? Et regardez, il migre. Comme vous le voyez, il migre vers le continent, donc nous avons un phénomène de transgression marine. Pardon. Donc, à retenir, une transgression marine, donc, pour illustrer une transgression marine pendant une élévation du niveau marin, il faut que vous dessiniez quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il faut que vous dessiniez sur votre profil de dépôt la migration des enlappes côtières ici vers le continent pour illustrer la montée du niveau marin. Ensuite, il faut regarder les isofaciès, les lignes d'isofaciès que vous voyez ici. Est-ce que vous les voyez? Cette ligne d'isofaciès en zigzag et la deuxième ligne d'isofaciès en zigzag, ils sont inclinés vers le continent. Est-ce que c'est clair? Donc, on est en période d'approfondissement du milieu. Bien. Alors, regardez. Il y a une chose très importante à discuter. Combien de mécanismes ont participé, ont contribué à la réalisation de ce phénomène marin de cet exemple? Vous en avez combien? Nous avons les apports sédimentaires, puis nous avons la montée du niveau marin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, nous avons les deux phénomènes qui ont des effets antagonistes. Ils réalisent des effets opposés. Les apports sédimentaires, quand ils arrivent, quel est leur effet sur la ligne de rivage? Les apports sédimentaires, comme nous l'avons vu sur la figure précédente,
ils tendent à faire migrer, à faire chasser la ligne de rivage vers le large. C'est ça. Eux, les apports sédimentaires, ils favorisent la migration de la ligne de rivage du continent vers le large. C'est-à-dire que les apports sédimentaires, eux, ils essaient de réaliser un phénomène de régression marine. Mais là, regardez, nous avons la montée des niveaux marins. Toujours en se référant à la figure 36A que nous venons de voir, la montée des niveaux marins, elle a tendance à faire migrer la ligne de rivage vers le continent. Donc, il réalise un phénomène de transgression marine. D'accord? Alors, dans ce cas-là, quand vous avez deux phénomènes qui sont antagonistes, qui ont des effets opposés, il faut les comparer en termes de vitesse. Le phénomène qui montrera une vitesse plus rapide, celui qui tiendra un rôle prépondérant dans la réalisation de l'un de ces deux phénomènes marins, soit une régression, soit une transgression. Le phénomène le plus rapide, c'est lui qui tiendra ou bien qui va nous dire, voilà, on crée la transgression. La montée des niveaux. Il faut dire que la vitesse de montée des niveaux marins est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut comparer, c'est-à-dire le phénomène donc, qui est rapide, c'est lui qui va nous donner le produit final. La montée des niveaux marins, sur ce schéma-là, donc nous avons illustré une transgression pendant l'élévation des niveaux marins quand les apports sédimentaires sont actifs. D'accord? Mais sur le schéma que nous venons de faire, il illustre une transgression. Et on dit que cette transgression, elle est liée à la vitesse de la montée des niveaux marins qui est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Est-ce que c'est clair? Ne vous inquiétez pas parce qu'on va voir des exemples de fait. Donc, à retenir, une transgression marine par définition correspond à la migration de la ligne de rivage du large vers le continent et par conséquent des faciès littoraux qui lui sont associés. Alors, voyons les faciès littoraux. Quels sont les faciès littoraux? Ce sont ces trois faciès. Regardez, la position des grès ici, autant T1 se trouvait ici, puis autant T2, regardez, ils ont tendance à migrer petit à petit vers le continent, autant T3 et ainsi de suite. Regardez le conglomérat, autant T1 il se trouvait ici, autant T2 il migre encore vers le continent. Alors, c'est ce qu'on appelle les faciès littoraux. Quand la ligne de rivage migre du large vers le continent en période de transgression, automatiquement et naturellement, on devait avoir une migration simultanée et contemporaine des aires de dépôt littoraux aussi, du large vers le continent. C'est bon? Est-ce que c'est clair? On va passer à l'autre exemple et puis on va discuter. Monsieur, Oui? quelle est la deuxième La deuxième? phénomène? Le deuxième phénomène. Là, on est en train de parler des phénomènes de transgression et de régression marine. Donc là, sur ce schéma-là, on essaye d'illustrer une régression marine pendant que le niveau marin est constant et les apports sédimentaires sont actifs. Regardez. Monsieur, on vous entend plus.
واش البروف خرج؟ خرج. البروف راه بدا غيونيون. Tout le monde est là? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Oui, monsieur. Et les autres? Oui. Enfin, excusez-moi parce qu'il y avait une coupure. J'étais obligé d'ouvrir une autre réunion, de faire une autre réunion. D'accord. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. cette diapo, il montre un phénomène de régression. Donc, sur cette diapo, nous avons un profil de dépôt qui est là, avec toujours le continuum à votre droite. Les apports sédimentaires provenant du continuum, il arrive, puis il arrive au milieu marin. Alors, au milieu marin, on considère que le niveau marin, il est constant. Regardez, niveau marin constant. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, imagine, le niveau marin est constant, les apports sédimentaires sont actifs. Donc, les sédiments, il faut... Oui. Vous m'entendez?
Tout le monde est là? Oui, monsieur. Alors, les sédiments, quand ils arrivent à la ligne de rivage ici, c'est-à-dire du côté du niveau marin ici, donc ils vont se distribuer par traction, puis par décantation. Les particules les plus fines dans la partie distale. Les particules grossières, c'est-à-dire de type ruditique, c'est-à-dire conglomérat, se trouvent à proximité. Donc, nous avons le premier prisme de progradation. Alors, c'est la surface de chacun de ces prismes, de ces trois, à la valeur d'une de temps. Donc, nous avons la ligne de temps initiale, vers T0, ça coïncide avec la surface initiale de dépôt, T0. Vous avez la surface initiale, c'est-à-dire avant même le dépôt, et a la valeur de ligne de temps T0. Et ensuite, la première surface de progradation, c'est-à-dire premier prise de progradation, et la deuxième T2, et vous avez T3. D'accord? Donc, en allant de T0 vers T3, on voit que les sédiments en provenance du continent vont être gérés par traction, par du courant de traction, et vont se distribuer comme ceci. D'accord? Si les apports sédimentaires continuent, voire un autre prisme de progradation qui est plus épais, plus volumineux que celui-là. Regardez, le premier prisme de petite taille, moyenne taille, puis le troisième, il est le plus volumineux. Si la sédimentation continue, on va donner naissance, il va donner naissance à un autre prisme encore plus volumineux. Mais nous, on va se contenter uniquement de ces trois prismes de progradation. D'accord? Alors, notre objectif, c'est d'illustrer une régression quand le niveau marin est constant et les apports sédimentaires sont actifs. Je vais faire... Alors, regardez donc là encore, il faut chercher la ligne de rivage que l'on avait définie comme étant une ligne qui sépare le milieu aquatique marin du milieu côtier non marin, c'est-à-dire non aquatique. Alors, quand on fait une lecture de la légende, on voit que les sédiments, bien les dépôts, ils sont non marins et ils sont à proximité, bien, ils sont côtiers à proximité de la ligne de rivage, ce sont les conglomérats. Le premier dépôt côtier marin, ça correspond au grès. Regardez, dépôt côtier marin. Donc, c'est entre ces deux faciès, c'est entre ces deux sédiments que l'on doit tracer la ligne de rivage. Et elle est là. La ligne de rivage, toujours entre le conglomérat côtier non marin et les grès côtiers marins, c'est-à-dire aquatiques marins. Alors, on va essayer de repérer cette ligne de rivage au cours du temps en allant de T0 vers T3 sur ce profil de dépôt. Donc, nous avons la première ligne de rivage au temps T1 se trouve au point d'intersection entre cette ligne de temps T1 et la surface, et la ligne des opacités séparant le conglomérat des grès. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que je viens de recevoir un message comme quoi il y a des gens qui attendent, je ne sais pas, dans votre réunion. Est-ce qu'on peut continuer ou bien on va les attendre? Alors, combien de gens ils sont déjà dans cette réunion? Combien de gens participent à cette réunion? 76. 60? 76. D'accord. Bien, donc on cherche le point d'intersection entre l'isofaciès et la ligne de temps, la ligne des isofaciès séparant les conglomérats, le faciès côtier non marin du faciès côtier marin, au niveau de la ligne de temps T1. Donc nous avons ce point, et on projette. Donc nous avons
La ligne de rivage est ici. Ensuite, la deuxième ligne de rivage, elle est ici, au point d'intersection entre cette ligne d'isofaciès, c'est des dépôts côtiers non marins, des dépôts côtiers marins, à ce niveau-là, sur la ligne de temps T1, il est ici. Et de la même manière, en position de la ligne de rivage au temps T3. Donc, quand on regarde ces lignes de rivage, parce que la ligne de rivage au temps T1, elle est là, je ne l'ai pas dessinée, mais vous pouvez la dessiner, elle est là, la ligne de rivage au temps T1, au temps T0, pardon. C'est le point d'intersection entre cette ligne d'isofaciès et la surface initiale de dépôt qui a la valeur de ligne T0. Alors, quand on regarde ceci, on voit clairement que la ligne de rivage, il migre du continent vers le large. Donc, nous avons réalisé un phénomène de régression marine. Quand le niveau marin il est constant, donc comme vous le voyez, le niveau marin n'a pas changé de position, il est resté là où il était depuis T0. Et les apports sédimentaires qui arrivent, ils sont très actifs. Alors, si l'on se pose la question, quel est le phénomène responsable de la migration de la ligne de rivage du continent vers le large? À votre avis, quel est le phénomène donc, qui a provoqué la migration de la ligne de rivage vers le large? Hein? Les apports sédimentaires. Il y a un phénomène donc, qui est actif dans cet exemple. Ce sont les apports sédimentaires. Ce sont les apports sédimentaires à eux seuls qui sont actifs et ce sont eux qui sont responsables de la migration de la ligne de rivage vers le large, c'est-à-dire ce sont eux qui créent ce phénomène de régression marine. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on reprend la définition de la régression marine, c'est-à-dire une régression marine. Il se définit comme étant une migration de la ligne de rivage du continent vers le large. C'est ce que nous avons illustré sur ce profil de dépôt. Mais regardez cette fois-ci. Comment on a dessiné les lignes de rivage dans ce dessin? Par définition de la ligne de rivage, si tu dis que c'est par les dépôts côtiers non marins, dépôts côtiers non marins, des dépôts côtiers marins. Quand je dis marins, c'est-à-dire qu'ils sont aquatiques, ils sont dans l'eau, ils se déposent dans l'eau. Est-ce que c'est clair? Sous l'eau. D'accord? Les dépôts côtiers non marins, c'est-à-dire qu'ils sont à proximité de la côte, à proximité de la ligne de rivage, mais ils sont aériens. Ou subaériens. Ils ne sont pas aquatiques. Est-ce que c'est clair? Donc la légende, c'est nous qui choisissons cette légende-là. Je dis que les conglomérats, ils sont des dépôts côtiers non marins. Les grès, ce sont des dépôts côtiers marins. Les argiles, ce sont des dépôts marins très franchement marins, c'est-à-dire ils sont relativement plus profonds que les grès. D'accord? C'est nous qui choisissons donc ces trois types de faciès pour pouvoir illustrer l'un des deux phénomènes marins, que ce soit la régression et la transgression marine. Bien, mais là, regardez. Supposons que là, on fait recours à une élévation du niveau marin, c'est-à-dire nous avons simultanément les apports qui sont actifs et le niveau marin qui monte. Et à la fin, on assiste à un phénomène de migration de la ligne de rivage, c'est-à-dire la ligne de rivage qui migre vers le large, c'est-à-dire on a la régression. Supposons que l'on crée la régression quand les apports sont actifs et le niveau marin qui monte. Comment expliquez-vous cette régression? Comment la vitesse des apports sur Terre est plus importante. Le phénomène le plus rapide. C'est le phénomène le plus rapide qui tiendra le rôle prépondérant dans la réalisation du phénomène considéré. Le phénomène marin considéré, donc là, il faut comparer les deux vitesses. Donc, c'est la vitesse des apports sédimentaires qui est supérieure à la vitesse de la montée du niveau marin. Est-ce que c'est clair? Parce que, je vous dis, dans ce cas-là, la vitesse du niveau marin, de variation du niveau marin, elle est nulle. Le niveau marin il est constant, mais je vous ai dit que si on suppose que le niveau marin monte, que les apports sont actifs, et le produit final, c'est une régression marine. Dans ce cas-là, il faut comparer les deux vitesses. Il faut dire que la vitesse des apports sédimentaires est supérieure à la vitesse
de la montée du niveau marin. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, je vais revenir à l'exemple précédent, celui-là. Alors, regardez là. Supposons, regardez, nous avons deux phénomènes donc, qui sont actifs en même temps. Nous avons le niveau marin, il est actif, donc il est en période de montée. On est en période de montée du niveau marin. Regardez là. Puis nous avons les apports sédimentaires. Supposons que excusez-moi, il y a votre responsable qui m'appelle. Je vais voir. D'accord. انت ما حضرتيش معنا لا réunion. لا غير شويه كي راه باينين حيت كانت لا السيمين ديرنيير عندكم امتحانات دونك اوتوماتيكمون هاد لا السيمين راه بداو لي كور فهمتي. هو راه ما قلناش ولكن باسكو باينه بلا راه انا راه كنت غندير لكم الكور نهار الثلاث لكن اللي داز لا السيمين ديرنيير ولكن قال لك مع الامتحانات Monsieur, votre micro est désactivé. c'est bon, c'est bon. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Alors, regardez, toujours sur ce schéma-là, on le complète.
Donc, comme vous pouvez le constater, donc nous avons la ligne de rivage donc, qui migre du continent vers le large. Donc, nous avons un phénomène de régression marine. Alors, si vous faites une coupe verticale, ici, une coupe verticale comme ceci, vous allez voir une séquence qui démarre par les argiles, se poursuit par des grès et qui s'achève par des conglomérats. Donc, cette séquence-là, c'est une séquence qui a une tendance régressive. On va du faciès le moins profond à la base vers le faciès à le moins profond, voire même continental aérien au sommet. Est-ce que c'est clair? Bien. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Monsieur, si par exemple on a dans une séquence, on monte du conglomérat vers, par exemple, les calcaires, est-ce que ici on peut dire, on peut estimer que c'est une séquence de transgression? Non, regarde, mademoiselle. Déjà dans la définition des séquences, on avait dit que c'est une suite de thèmes qui s'agencent et se superposent sans interruption majeure de sédimentation. Alors quand on passe de conglomérats, si vous parlez de conglomérats qui ne sont pas marins à conglomérats non marins, et on passe directement au calcaire marin, alors entre les deux, nous avons beaucoup de choses qui manquent. Nous avons beaucoup de dépôts intermédiaires qui manquent. Donc entre les deux, nous avons une surface de discontinuité sédimentaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? On passe d'un pôle terrigène, détritique, à un pôle complètement carbonaté marin. Donc c'est énorme la différence. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un passage brutal qui se fait de conglomérat au calcaire marin. C'est un passage brutal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sédiments, beaucoup de faciès entre les deux qui ne sont pas enregistrés. Peut-être qu'ils se sont déposés et érodés, peut-être qu'ils n'ont pas été déposés. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est pas une séquence. Si vous prenez par exemple, dans ce cas-là, regardez, nous avons les argiles, elles sont marines, plus marines, nous avons les grès moins marins, puis nous avons le conglomérat qui est continental. D'accord? Je dis continental parce qu'il est déposé au milieu non marin. Je veux dire aérien, déposé dans un milieu côtier non marin. Dans ce cas-là, on passe du plus marin vers le moins marin, voire même aérien. Donc, nous avons une séquence qui est régressive. Mais si l'on prend l'autre cas, ici, par exemple là, parce que j'ai mal dessiné les lignes désorpassées, j'aurais dû les dessiner un peu très obliques que ça, comme ça. Il faut les incliner de manière plus forte pour que vous puissiez faire une coupe. Mais là, si l'on veut faire une coupe, par exemple, je peux faire une coupe comme... J'arriverai pas, mais je vais faire, par exemple, une section comme ça. Voilà, comme ça. Regarde. Voilà. On va faire une section comme ça. Regardez. On tourne. Alors, regardez, sur ce schéma-là, je fais sa section comme ça. Donc, on va du conglomérat. Nous avons une séquence qui démarre par un conglomérat côtier non marin, se poursuit par des grès marins et qui s'achève par des argiles plus marines. Donc, on va du milieu côtier aérien vers le milieu marin profond. Donc, c'est une séquence qui est transgressive. Et sa tendance transgressive est à mettre en relation avec la vitesse de la montée du niveau marin qui est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Est-ce que c'est clair? Parce que nous, ce que l'on voit ici, c'est un profil donc, qui est destiné à l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a une échelle à l'échelle de la bordure d'un bassin marin. Mais nous, on est des stratigraphes, on travaille sur l'ancien. D'accord? Donc, on va sur le terrain et on fait l'analyse des séries sédimentaires. C'est-à-dire, sur le terrain, qu'est-ce que l'on a? On trouve, par exemple, une couche de conglomérat, suivie par une couche graiseuse, suivie par une couche argileuse. Et on regarde le faciès, on définit les trois faciès correctement. Et c'est à partir de l'analyse sédimentologique que l'on dit que le conglomérat il est continent marin
et les argiles sont plus marines. Donc, on dit, voilà, nous avons une séquence ou bien une série sédimentaire qui est transgressive. D'accord? Monsieur, donc si c'est bien, si j'ai bien compris, la nature des dépôts ne va pas à 100% nous renseigner sur la nature du mécanisme. Est-ce que c'est une transgression ou bien une régression? Mais c'est pourtant, C'est le on doit passé. analyser la migration des lignes de rivage. Non. Dans les séries sédimentaires anciens, on n'a pas la ligne de rivage. Là, je vous ai proposé des profils de dépôt comme ça pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire pour illustrer d'une manière détaillée les deux définitions donc, que j'ai construites pour définir ces deux phénomènes marins, transgression et régression marine. D'accord? Mais nous, on va sur le terrain, on a affaire à une succession verticale de couches, de sédiments, de dépôts. Donc, c'est l'analyse sédimentologique. Donc, il nous dira, voilà, le conglomérat, il est aérien, il est grès, il est marin côtier, c'est-à-dire il faut chercher les indices de la dynamique côtière, par exemple le milieu intertidal, les vagues, etc. Puis, on passe aux argiles, milieu calme, d'accord, avec de la fonte dedans, peut-être des harmonies, peut-être, je ne sais pas, des lamellibranches, des vacuopodes, donc une faune donc, qui plaide en faveur, effectivement, d'un milieu donc, qui est marin profond, légèrement profond. Donc là, la profondeur, c'est relative. Par exemple, on passe du grès de conglomérat, c'est côtier non marin. Grès côtier. Quand je dis côtier, mais haut, c'est au milieu supra-intertidal, par exemple. Quand je dis les argiles profondes, c'est infratidal, par exemple. D'accord? Donc, c'est le faciès sédimentaire donc, qui est très utilisé, donc qui est utilisé souvent pour reconstituer le paléomilieu de chaque couche sédimentaire, de chaque faciès. Ça veut dire un faciès sédimentaire, rappelons la définition. Un faciès sédimentaire, c'est l'ensemble des caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire lithologiques, paléontologiques et structurales, c'est-à-dire figures et statuts sédimentaires, d'une roche ou bien d'une couche sédimentaire. D'accord? Donc, il faut chercher les trois caractéristiques. Tout d'abord, l'aspect pétrographique, c'est-à-dire la lithologie, dans ce cas-là, grès, argile, conglomérat. L'aspect paléontologique, le caractère paléontologique, est-ce que ces trois faciès-là qui sont sur la légende, est-ce qu'ils sont fossilifères? Est-ce qu'ils renferment? Ils conservent des fossiles donnés. Par exemple, si l'on trouve dans les grès du mollusque, la millibranche, gastéropodes, etc., mais dans les argiles, par exemple, on trouve une faune qui atteste d'un milieu marin qui est relativement plus profond. Donc, on dit, voilà, les argiles sont plus profondes que les grès. Les grès, ils sont au milieu marin côtier et les conglomérats, ils attestent d'un milieu côtier aérien. D'accord? C'est le faciès sédimentaire donc, qui constitue la clé, qui est la clé de toute reconstitution environnementale. Oui, monsieur. Si vous maîtrisez la définition des faciès, si vous savez comment appliquer la définition de faciès sur le terrain, vous n'aurez aucun problème. Le faciès est la clé de toute reconstitution environnementale. Mais on ne va pas le faire comme ça, mais il ne faut pas oublier que le présent est la clé du passé. On s'inspire de l'actuel pour reconstituer des phénomènes et pour reconstituer des effets anciens. Parce que dans l'ancien, on ne voit que le produit d'un phénomène. Est-ce que c'est clair? Par contre, dans l'actuel, on voit le phénomène qui se réalise, qui est actif, et on voit le produit qu'il réalise. Donc, on s'inspire de l'actuel pour reconstituer des effets anciens. C'est le principe de l'actualisme ou bien du uniformitarisme. Bien. Alors, on passe donc à celle-là. Donc, ça, nous avons des dépôts. C'est un dépôt deltaïque. Ce sont des dépôts deltaïques. Rappelons-le que ça veut dire un delta, comme vous l'avez vu avec l'un de mes collègues. Oui, ça, vous ne l'avez pas. Vous l'avez sur le polycope, je pense. Mademoiselle? Oui. Est-ce que vous suivez? Monsieur, une question, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas compris la vitesse. La vitesse de montre de niveau marin par rapport à la vitesse des apports sédimentaires.
Oui. Là, regardez, parce que là, sur ce schéma-là, regardez, là, vous considérez ce schéma-là complet comme étant le produit final. C'est la fin, c'est le produit. C'est le produit de l'interaction de deux phénomènes opposés. Quels sont ces deux phénomènes? Les apports sédimentaires et la montée du niveau marin. Alors, d'après la figure 36A que nous avons vue au début, la montée du niveau marin, elle réalise une transgression marine. Pourquoi? Parce que quand le niveau marin monte, à lui seul, hein, quand il est actif, à lui seul, il fait migrer, il fait chasser la ligne de rivage vers le continent. Donc, il crée la transgression marine. Les apports sédimentaires, quant à eux, quand ils se réalisent à une vitesse donnée, ils font migrer, ils font chasser la ligne de rivage du continent vers le large et ça donne naissance à une régression marine. Donc sur ce schéma-là, nous avons les deux phénomènes qui sont actifs. Il y a le niveau marin qui monte, il y a les apports sédimentaires qui sont actifs. Mais le produit final que nous avons, une transgression. Donc le produit final de l'interaction des deux phénomènes, il donne à la fin une transgression marine. Comment peut-on expliquer cette transgression marine? C'est-à-dire, il faut dire que le phénomène qui, lui, parce que la montée du niveau marin, il tend à créer la transgression marine. Et les apports sédimentaires, quant à eux, ils tendent à créer une régression marine. Mais le produit final, qui est-ce qui a gagné? Nous avons la transgression. Qui est-ce qui a gagné? Quel est le phénomène donc, qui a imposé sa force? Quel est le phénomène qui a posé sa force? C'est le Les apports phénomène qui est le plus rapide. Donc, il faut comprendre. On a la transgression. Il se réalise à une vitesse qui est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Supposons que on est en période de montée du niveau marin, les apports sont actifs, mais le produit final, c'est une régression. Supposons, c'est possible. On peut créer une régression pendant une montée du niveau marin. Les apports sont actifs. Si on réalise une régression comme produit final, ça veut dire que la on va les voir, je pense que vous l'avez sur
Nous avons cette ligne-là, en zigzag, c'est une ligne d'isofaciès. Nous avons deux lignes. Nous avons l'autre ici. Voilà. D'accord? Est-ce que vous suivez? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Faites-moi signe de vie. Parce que des fois, je ne sais pas est-ce que vous suivez ou pas. Est-ce que vous êtes dans la réunion? Est-ce qu'il y a une coupure? Donc à chaque fois quand j'essaie de vous demander est-ce que vous m'entendez, au moins quelqu'un, au moins une personne me dira, me fascine. Alors là, regardez, on est en période de montée du niveau marin, les apports sédimentaires ils sont actifs. D'accord? Alors vous voulez positionner la ligne de rivage. Alors là, je vais vous le dire, les surfaces, les lignes ici en ce sont des surfaces de progradation qui ont la valeur de ligne de temps. Donc nous avons la ligne de temps T1, nous avons la ligne de temps T2, la ligne de temps T3, la ligne de temps T4. Donc nous avons 4 lignes de temps qui correspondent aux surfaces de progradation. Nous avons le premier prisme, le deuxième prisme, le troisième prisme, le quatrième prisme. Et leurs surfaces correspondent à des lignes de temps. La surface initiale de dépôt ici, celle-là, elle a la valeur de ligne de temps T0. Ça, c'est la ligne de temps T1. Celle-là, ligne de temps T2, T3, puis T4. C'est clair? Alors, pour positionner la ligne de rivage, il faut la positionner entre deux couleurs différentes. Lesquelles, ces couleurs? Je vous rappelle que... Oui, c'est-à-dire il faut positionner la ligne de rivage entre ce qui est vert et ce qui est clair. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, ma première ligne de rivage, il est pratiquement ici. Il n'est pas dessiné. Ma deuxième ligne de rivage, il est à côté. C'est le point d'intersection entre le vert et le clair sur le point d'intersection entre l'isofaciès, cette ligne d'isofaciès qui sépare le clair du vert. Donc on est là. Je trace la ligne de rivage. Je la retrace également pour au temps T3. Ici. Elle est là. Ensuite, c'est déjà fait. Donc je ne savais pas que je les ai tracés. Elle est là. Puis encore là. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc la ligne de rivage, regardez. R1, la ligne de rivage au temps T1, au temps T2, au temps T3, au temps T4. Donc nous avons la ligne de rivage qui migre du large vers le continent. Donc nous avons affaire à une transgression marine. Alors cette transgression marine est réalisée en période de montée du niveau marin. Et les apports sédimentaires sont actifs. Donc pour avoir ce résultat final, donc qui est une transgression marine, il faut absolument que la vitesse de montée du niveau marin donc, soit supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Et regardez là l'explication qu'il donne Lautérigenius influx. Là, c'est-à-dire que la vitesse des apports terrigènes, du flux terrigène, elle est faible. La vitesse faible, low, c'est-à-dire faible, Lautérigenius influx. Donc, les apports sédimentaires se réalisent à une vitesse qui est très faible. Faible par rapport à quoi? Faible par rapport à la vitesse de montée du niveau marin. Ce qui crée une migration, ce qui engendre
une migration de la ligne de rivage du large vers le continu, ce qui donne naissance à la fois, comme phénomène marin, une transgression. Alors regardez là. Alors là, j'ai oublié de vous dire une chose. On est en période de montée. La montée du niveau marin sur un profil de dépôt, il se manifeste par la migration des enlaps côtiers vers le continent. Qu'est-ce que ça veut dire un enlape côtier? Par définition, c'est la terminaison amont d'une surface de progradation sur la surface initiale de dépôt. Alors là, regardez. Vous voyez cette surface de dépôt, cette surface de progradation. La première surface de progradation, le côté amont, sa terminaison amont, elle est là. Sa terminaison aval, il est ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la terminaison amont. La terminaison amont, vous mettez un point. Le point, ça indique un point d'intersection entre cette terminaison-là et la surface initiale de dépôt. Nous avons l'enlape T1, elle est là. L'enlape T2, elle est là. L'enlape T3, O3, pardon, O3, l'enlape T3, elle est là. Puis l'enlape OT4, c'est-à-dire autant T4, elle est là. Donc on voit bien entendu, qu'il y a une migration des enlapes côtiers en direction du continent. Donc on est en période de montée du niveau marin. Donc une astuce pour démontrer. Oui, mademoiselle. Monsieur, votre entrée n'est pas sur le schéma. On n'arrive pas à vous suivre. Ah d'accord. Vous n'arrivez pas à suivre. Non. Et maintenant, vous voyez le schéma? Le curseur. Monsieur, on voit le schéma. Mais lorsque vous mettez votre curseur, on le voit dehors du schéma. En dehors du schéma? Le curseur, il est ailleurs. C'est bizarre. Maintenant, regardez là. Comment je peux faire? Il n'y a pas autre solution, autre moyen. Je vais vous montrer ça après ici. Mais là, retenez qu'on est en période de montée du niveau marin, mais moi, j'essaie de vous montrer, même si je n'ai pas la position du niveau marin comme ça, si je vous donne un profil de dépôt comme ça, il y a moyen de savoir si l'on est en période de montée ou bien en période de baisse. Sur le 3 profils, on est en période de montée. Comment peut-on le savoir? Imaginez que vous n'avez pas les niveaux. Il faut chercher les là. La maison de surface de progradation sur la surface initiale de dépôt. Ce point d'interaction, on l'appelle enlape. Puis on lui rajoute T. T quoi? 1, 2, 3, c'est de la ligne de temps correspondante. Par exemple, là, vous voyez le curseur maintenant. Est-ce que vous voyez le curseur? Oh, vous voyez le curseur? Oui, monsieur, mais vous pointez en dehors du schéma. Ah oui. Oui, monsieur, je crois qu'il y a un décalage. Voilà, regardez maintenant. Vous voyez, je laisse un petit moment. C'est parti. D'accord, ça, on va le reprendre dans l'édition de PDF. Mais là, regardez, on passe au deuxième profil. Alors, regardez, par définition, la ligne de rivage, c'est une ligne qui est entre la couleur, entre les dépôts en vert et les dépôts en clair, en bleu clair. D'accord? C'est entre les deux. Donc, essayez de positionner les lignes de rivage sur ce profil. Donc, on va le mettre. Donc, ça, c'est le premier, on l'a vu. On passe à ça. Donc, regardez, nous avons la ligne de rivage R1, la ligne de rivage R2, R3, puis R4. Quand on regarde ceci, donc, on voit bien clairement que la ligne de rivage il migre du continent vers le large. Donc, nous avons un phénomène de régression marine. Alors, pourquoi nous avons une régression marine? Tout simplement, bien que le niveau marin monte, les apports sédimentaires sont actifs, mais ils se réalisent à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de montée du niveau marin. Regardez, high heterogeneous influx.
Le taux de la vitesse des apports sédimentaires, il est très important et il dépasse la vitesse de montée du niveau marin. Quand la vitesse des apports sédimentaires dépasse la vitesse de montée du niveau marin, ça donne naissance à un phénomène de régression marine. Donc, ça crée un phénomène de régression marine. C'est le profil numéro 2. Voyons maintenant le profil numéro 3. Nous avons balance Tertius Aplex, stationary, shortline. Shortline. Le shoreline, c'est la ligne de rivage. Shoreline, c'est la ligne de rivage. Stationary, c'est-à-dire qu'elle est stable. La ligne de rivage, elle reste stable. Et regardez, balance Tertius Aplex, c'est-à-dire que la vitesse de montée du niveau marin, elle est égale à la vitesse des apports sédimentaires. Quand la vitesse des apports sédimentaires est égale à la vitesse de montée du niveau marin, la ligne de rivage ne migre ni vers le continent, ni vers le lac. Elle reste là où elle était au temps T0. Donc, regardez. Pardon. Donc, regardez. La ligne de rivage, elle est là. Est-ce que vous voyez la ligne d'isofaciès qui sépare le vert du bleu clair, cette couleur-là, beige, à droite? Donc, la ligne de rivage, elle reste là où elle est. Je vais la dessiner rapidement. Alors, regardez la ligne de rivage. Voilà. Elle est stable depuis le temps T1 au temps, regardez. La première surface de progradation, deuxième, troisième, quatrième. Vous avez 4 surfaces de progradation. Regardez la ligne d'isofaciès qui sépare le faciès en vert et le faciès avec la couleur plus claire. Et cherchez le point d'intersection entre les lignes de temps et la ligne d'isofaciès. Et vous aurez à la fin tous les points qui vont rester sur la même verticale. Tous les points ils restent sur la même verticale depuis T1 jusqu'à T4. Mais là, ici, est-ce que vous avez compris? Donc, nous avons ni transgression ni régression. C'est-à-dire la ligne de rivage reste constante. Il ne bouge pas. Donc, nous avons ni transgression ni régression. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, sur votre schéma, vous dessinez les différentes lignes de rivage. Je vous laisse 2-3 minutes pour le faire. Est-ce que vous avez le schéma devant vous? Est-ce que vous l'avez imprimé ou pas encore? Pas encore. Ça fait longtemps que je vous ai envoyé le deuxième chapitre. Donc, normalement, vous aurez dû imprimer et ramener le texte et les illustrations et comme ça, vous les complétez au fur et à mesure. D'accord, je passe à la suivante. Il est 12h30. Je ne sais pas est-ce qu'on peut continuer parce qu'on arrive au chapitre 3. J'aimerais bien qu'on reste ici. Vous voulez que je reprends un petit peu ça? Oui, monsieur. Bien. Ça ou l'autre? Ça ou ça? Ou bien ça? Choisissez. C'est le dernier. Le premier. Alors, avec les mains. on va refaire. Regardez, on va refaire ça. Regardez. Vous avez ces deux lignes là sur cette diapo. Il sépare à droite les phénomènes qui engendrent une régression marine et les profils à gauche, il illustre les phénomènes qui réalisent une transgression marine. D'accord?
Regardez ici, transgression. C'est sur cette colonne. Et là, c'est la régression. Parce que là, voilà, régression. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir? Pardon. Oui. Oui, monsieur. Voilà. Vous voyez cette diapo? Figure 36, ça. Oui. Tout le monde voit Oui, cette monsieur. diapo. Donc, regardez, les deux profils à gauche, ils illustrent les phénomènes qui engendrent une transgression marine. Séparément, hein, les deux phénomènes, mais séparément. Par exemple, une montée du niveau marin, vous voyez le curseur, non? Sur la flèche, non? Vous voyez le curseur sur la flèche verticale montée au statique? Non? Oui, monsieur. Non. Alors regardez. Donc nous avons la montée du niveau marin, c'est-à-dire une montée au statique. Il engendre une migration, comme indiqué par la flèche, de la ligne de rivage du large vers le continent. Donc ça crée une transgression. L'enfoncement du fond du bassin, lui aussi, c'est-à-dire la subsidence, ou bien l'affaissement tectonique du fond du bassin, c'est-à-dire de la surface initiale de dépôt, engendre une migration de la ligne de rivage vers le continent, donc il produit une transgression marine. La montée du niveau marin et la subsidence, c'est-à-dire l'affaissement, il engendre une transgression marine. Par contre, la baisse du niveau marin sur la colonne de droite, la baisse du niveau marin, il va engendrer une régression. Le soulèvement du fond du bassin, c'est-à-dire le soulèvement de la surface initiale de dépôt, si l'on provoque son soulèvement, il engendre une régression marine, c'est-à-dire il engendre une migration de la ligne de rivage, comme indiqué là, du continent vers le large. Et les apports sédimentaires sur le troisième profil de la colonne à droite, les apports sédimentaires, quand ils arrivent au niveau de la ligne de rivage, ils essaient de combler l'espace entre le niveau marin et le fond du bassin, et par conséquent, ils chassent la ligne de rivage du continent vers le large, comme indiqué par la flèche horizontale. Donc à retenir, la chute du niveau marin, le soulèvement tectonique et les apports sédimentaires, tous ces trois-là, ils ont le même effet. Ils provoquent la migration de la ligne de rivage du continent vers le large. Par contre, la migration de la ligne de rivage du large vers le continent, c'est-à-dire en période de transgression, il est engendré soit par la montée du niveau marin, soit par l'affaissement, c'est-à-dire la subsidence, ou bien les deux à la fois. Parce que des fois, on peut créer une transgression marine. Quand le niveau marin monte, le fond du bassin est affaissé, c'est-à-dire il est subsudé, ou bien il est enfoncé vers le bas, et les apports sédimentaires sont actifs. Mais toujours, regardez, il se peut que vous aurez, par exemple, une variation du niveau marin, que ce soit une montée ou une baisse, accompagnée par un soulèvement tectonique ou bien un affaissement tectonique. Et oui, c'est ça. Donc, et les apports sédimentaires, regardez. Donc, on peut avoir au niveau marin, soulèvement du fond, c'est-à-dire soulèvement. Si l'on réalise une transgression, ça veut dire que la vitesse du soulèvement tectonique plus la vitesse des apports sédimentaires reste inférieure à la vitesse de montée du niveau marin. Ça, on va le discuter, rediscuter largement. On va le rediscuter largement dans une des séances de télé. Bien. Alors, je prends ce profil. Vous voulez que je parle un petit peu de ça? Je vous reprends les explications sur celui-là ou bien sur l'autre? Celui-là, monsieur. Celui-là. Alors, je vais faire le panorama, comme ça vous allez suivre. Diaporama. Diaporama. Alors là, donc un profil de dépôt. C'est pour que je vous donne à l'examen juste ce profil de dépôt et je vous demande donc de faire un commentaire. Alors le commentaire, tout d'abord,
je vois que, regardez, je vois que il y a les points d'intersection de la terminaison des différentes surfaces de progradation avec la surface initiale. Je vois les points qui migrent. Alors, ces points-là, ils correspondent aux enlappes côtiers. Qu'est-ce que ça veut dire un enlappe côtier? Par définition, c'est un point d'intersection entre la terminaison amont de sa surface de progradation, dans ce cas-là, c'est la lignes bouton T1, par rapport à la surface initiale de dépôt. Et la surface initiale de dépôt, c'est la surface, donc, ayant la valeur de T0. Donc, regardez les points en bleu, ça indique les différentes terminaisons des trois surfaces de progradation que vous voyez sur le schéma et qui ont la valeur respectivement de la ligne de temps T1, T2 et T3. Quand on regarde ces enlappes, ces points-là, ils ont la valeur des enlappes côtiers, on voit qu'ils migrent hein, du large vers le continent. Quand vous avez une migration des enlappes côtiers qui se fait du large, du milieu marin vers le continent, ça veut dire qu'on est en période de montée du niveau marin. C'est pourquoi je vous ai dit transgression marine pendant une élévation du niveau marin, pendant une montée du niveau marin. Donc, il faut absolument illustrer la montée du niveau marin par des enlappes qui migrent vers le continent. Bien. Ensuite, comment peut-on illustrer la transgression? C'est par rapport à la ligne de rivage. Donc, il faut positionner la ligne de rivage. Pour positionner cette ligne de rivage, il faut lire attentivement la légende. Qu'est-ce que l'on a sur la légende? Ce qui est grossier, ce sont des dépôts côtiers non marins. C'est-à-dire qu'ils sont à côté de la côte, à proximité de la ligne de rivage, mais ils sont aériens ou subaériens. Ils ne sont pas sous l'eau, ils ne sont pas aquatiques. Les particules gréseuses ou sableuses, ce sont des dépôts côtiers marins. Donc, le premier dépôt côtier marin, ce sont les grès. Puis finalement, vous avez les dépôts les plus fins, les argiles, qui sont considérés comme les dépôts qui sont franchement marins, c'est-à-dire marins francs. Par définition, qu'est-ce que ça veut dire la ligne de rivage? La ligne de rivage, c'est une ligne qui sépare le milieu aquatique du milieu aérien. Donc, on va la positionner entre les deux faciès. Un faciès qui atteste du conditions aériennes, c'est-à-dire côtier non marin, c'est-à-dire côtier marin, c'est-à-dire les Grecs. Donc, la ligne de rivage, elle est là. C'est entre les agglomératifs côtiers marins et les côtiers marins. Alors, comment la ligne de rivage évolue au cours du phénomène. Quel est le phénomène qui est responsable de cette transgression marine? Combien de phénomènes donc, sont actifs?
Mm.